La robe couleur ivoire bruissait sur le plancher en bois de l'église, tel un tapis de feuilles d'automne balayé par le vent. Emily Harrison se tenait devant l'autel, serrant son bouquet de fleurs des champs si fort que ses jointures blanchissaient sous ses gants de dentelle. La lumière du soleil, filtrant à travers les modestes fenêtres de la chapelle, jouait dans ses boucles dorées, soigneusement arrangées sous son voile. Mais ses yeux bleus ne reflétaient pas la joie d'une jeune mariée. Seulement une attente anxieuse. Le père Mackenzie feuilletait son missel, jetant de temps à autre un regard vers la porte d'entrée. Les invités, quelques habitants de la petite ville de Red Valley, chuchotaient entre eux, tournant la tête tantôt vers la mariée, tantôt vers la place vide à ses côtés, où aurait dû se tenir le marié. « Où est donc Thomas ?» murmura Mrs. Palmer, la propriétaire de l'épicerie locale, à sa voisine. Le service aurait dû commencer il y a 20 minutes. Emily entendait chaque mot. Son cœur battait si fort qu'il semblait que toute la ville pouvait l'entendre. Thomas Wainwright, le fils du banquier local, un jeune homme séduisant et courtois qui lui avait demandé sa main 3 mois plus tôt, était en retard à son propre mariage. « Peut-être devrions-nous attendre encore un peu ?» proposa le père Mackenzie d'une voix hésitante, en ajustant ses lunettes sur son nez. Emily hocha la tête, bien qu'un mauvais pressentiment lui nouât l'estomac. Elle connaissait Thomas depuis l'enfance. Il n'était jamais en retard, surtout pour les événements importants. Quelque chose était arrivé. La porte de la chapelle s'ouvrit avec un tel fracas que tous les invités sursautèrent. Sur le seuil apparut Jacob Wainwright, le père du marié, le visage rouge d'émotion et le costume froissé. Dans sa main, il serrait une feuille de papier chiffonné. « Emily, commença-t-il, le souffle court, je dois vous parler. » En privé, les murmures dans l'église cessèrent. Yacht. Tous comprirent que quelque chose de grave s'était produit. Emily fit quelques pas mal assurés vers M. Wainwright, l'ourlet de sa robe s'emmêlant dans ses pieds. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Bien que l'expression de son visage lui donnât déjà la réponse. Jacob lui tendit la lettre d'une main tremblante. Emily déplia la feuille et lut les lignes maladroites écrites d'une écriture familière. « Pardonne-moi, chez Emily. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas prêt pour la vie de famille. Je pars pour San Francisco. J'espère qu'un jour, tu comprendras. Thomas. » Les lettres se brouillèrent devant ses yeux. Emily relut la note, comme pour espérer que les mots changent. Le bouquet de fleurs des champs glissa de ses doigts affaiblis et tomba à ses pieds. « Il s'est enfui », murmura-t-elle si bas que seuls les plus proches l'entendirent. Mais la nouvelle se répandit dans l'église, comme une traînée de poudre. Les invités commencèrent à se lever, échangeant des regards et secouant la tête. Certains claquaient que la langue en signe de compassion. D'autres chuchotaient qu'ils avaient un cas. Toujours su que ce garçon ne ferait jamais rien de bon, sourd. Emily se tenait là, telle une statue dans sa magnifique robe, qui semblait désormais une insulte à ses rêves. 22 ans, et la voilà, abandonnée devant l'autel dans une petite ville où tout le monde se connaît et où cette histoire serait racontée pendant des années. « Emily, ma chère, » dit doucement le père Mackenzie en s'approchant, « peut-être devriez-vous vous asseoir. Vous voulez un verre d'eau ?» Elle secoua la tête, n'osant pas parler. Les larmes lui brûlaient ninques les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas ici, pas devant tous ces gens. Relevant l'ourlet de sa robe, Emily se dirigea d'un pas rapide vers la sortie de l'église. Elle avait besoin d'être seule, de rassembler ses esprits, de comprendre ce qu'elle allait faire. Le soleil l'éblouit lorsqu'elle sortit sur le porche de l'église. La rue principale de Red Valley s'étendait devant elle. Une route poussiéreuse bordée de bâtiments en bois. Le saloon, la de la chance, l'épicerie des Palmer, la forge de McGregor, la banque des Wainwright. La vie ordinaire de la petite ville suivait son cours, indifférente à sa tragédie personnelle.
Émilie remonta sa robe et se mit à marcher rapidement en direction de chez elle. Elle voulait fuir les regards curieux, se débarrasser de cette maudite robe et s'abandonner aux larmes. Mais après quelques minutes, elle comprit qu'il était impossible de traverser la rue principale sans être remarquée. Les gens regardaient par les fenêtres. Certains sortaient eux-mêmes sur leur porche pour mieux voir la mariée abandonnée. Tournant dans une ruelle, Émilie se dirigea vers les abords de la ville, là où commençaient les prairies. Elle pourrait y être seule avec son chagrin, mais ses souliers d'essai de soie n'étaient pas faits pour les terrains accidentés. Après un demi-mille, la semelle de sa chaussure droite se fendit, la forçant à boiter. « Parfait », murmura-t-elle pour elle-même. « C'est tout simplement parfait. » S'asseyant sur un arbre abattu près d'un ruisseau, Émilie se permit enfin de pleurer. Ses larmes tombaient sur la dentelle blanche, laissant des taches humides. Tout ce dont elle avait rêvé, une famille, une maison confortable, des enfants, s'était effondré en une seule matinée. Un craquement de branches la fit relever la tête. Des buissons touffus près du ruisseau émergea un homme vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau à large bord. Émilie poussa un cri de surprise et tenta de se lever. Mais le long ourlet de sa robe s'accrocha à une branche. « N'ayez crainte, mademoiselle, » dit l'inconnu d'une voix basse et rauque. « Je ne vous ferai aucun mal. » Il retira son chapeau et Émilie vit un visage qui fit battre son cœur encore plus vite. Des cheveux sombres grisonnants aux tempes, des traits anguleux, une cicatrice traversant son sourcil gauche. À sa ceinture, 2 colts dans des holsters usés. C'était Nathaniel Blackwood, l'homme que tout Red Valley craignait. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, remarquant qu'elle boitait. Émilie secoua la tête en silence, sans le quitter des yeux. Blackwood. On racontait des histoires terribles à son sujet, qu'il avait tué 10 hommes lors d'une fusillade à Tombstone, qu'il travaillait pour des criminels, que même le shérif évitait de le croiser. Mais là debout devant elle sans son chapeau, il n'avait pas l'air d'un tueur impitoyable. « Mon soulier t'est cassé. » Réussit-elle enfin à l'articuler. Nathaniel hocha la tête et s'accroupit près du ruisseau, puisant de l'eau dans ses mains. « Lavez-vous le visage, » dit-il doucement. « Vos larmes ont séché, mais les traces sont restées. » Émilie obéit, reconnaissante de pouvoir cacher sa confusion. L'eau froide lui rafraîchit le visage et lui éclaircit un peu les idées. Quand elle releva la tête, Blackwood était assis sur un rocher voisin, examinant attentivement son soulier cassé. « Votre maison est loin ?» demanda-t-il. « 1 mille, peut-être 1 mille et demi, » répondit Émilie. « Je peux marcher. » Avec un seul soulier et une robe de mariée, sa voix était teintée d'une moquerie bienveillante. « La moitié de la ville se rira de vous. » Émilie sentit les larmes lui monter à nouveau à la gorge. Il avait raison. Revenir dans cet état était impensable. Mais que pouvait-elle faire d'autre? « Thomas s'est enfui, » dit-elle, à sa propre surprise. Le jour même du mariage. Il a laissé une note et a disparu. Nathaniel ne répondit pas tout de suite. Il sortit un petit couteau de la poche de sa veste en cuir et se mit à bricoler son soulier. « Imbécile, » dit-il enfin. « Tout homme qui abandonne une femme comme vous est un parfait imbécile. » Émilie le regarda, surprise. Elle s'attendait à tout de la part du tristement célèbre Nathaniel Blackwood, mais pas à du réconfort. « Yamasamani Mahmasi, vous ne me connaissez même pas, » dit-elle. « J'en sais assez. » Il lui tendit le soulier. « Essayez maintenant. » Émilie enfila le soulier et se leva prudemment. Nathaniel était parvenu à fixer la semelle fissurée avec un morceau de cuir, lui permettant de marcher. « Merci, » murmura-t-elle. « Mais je n'ai toujours pas envie de retourner en ville. Pas aujourd'hui. » « Je comprends. » Blackwood se leva et remit son chapeau. « J'ai une cabane à 1 mille d'ici, en amont du ruisseau. Vous pourriez vous y rafraîchir, mettre quelque chose de plus adapté pour la route. » Émilie le regarda avec méfiance.
Rester seul avec Nathaniel Blackwood, l'homme dont même les cow-boys les plus endurcis parlaient à sa voix basse. « Je comprends vos doutes, dit-il calmement, mais je vous promets que vous serez en sécurité. » Parole de Blackwood. Quelque chose dans son ton la poussa à le croire. Ou peut-être que la journée avait été si horrible que rien de pire ne pouvait arriver. D'accord, accepta Émilie, mais seulement jusqu'au soir. Nathaniel hocha la tête et lui indiqua la direction en amont du ruisseau. Ils marchèrent en silence, lui retenant parfois les branches pour qu'elle n'accroche pas sa robe. Le soleil déclinait, peignant les prairies de teintes dorées. « Pourquoi étiez-vous là » demanda Émilie lorsque le silence devint insupportable. « Près du ruisseau, je veux dire. » J'abreuvai mon cheval, il montra du doigt des fourrés où Émilie distingua la silhouette d'un étalon bay. J'ai entendu des pleurs et j'ai décidé de voir ce qui se passait. Et vous ne regrettez pas d'être intervenu? Nathaniel s'arrêta et la regarda sérieusement. Je ne regrette jamais d'aider ceux qui sont en difficulté, dit-il, surtout quand cette difficulté est imméritée. La cabane apparut soudain au détour d'un virage, une petite construction en bois, avec une cheminée en pierre, d'où s'élevait un mince filet de fumée. À côté se trouvait une écurie et une petite remise. Tout était simple mais soigné. « Bienvenue dans mon humble demeure, Miss Harrison », dit Nathaniel en ouvrant la porte. Émilie le regarda avec étonnement. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« À Red Valley, tout le monde connaît tout le monde, » répondit-il avec un sourire en coin. « Et une beauté comme vous est impossible à oublier. » L'intérieur de la cabane était confortable et propre. Des meubles simples en bois, une cheminée où crépitaient des bûches, des étagères remplies de livres. Rien ne trahissait le tireur impitoyable en son maître des lieux. « Il y a une chambre où vous pouvez vous changer, » dit Nathaniel, indiquant une porte au fond. « Pendant ce temps, je vais préparer quelque chose à manger. » La journée a été rude. Émilie entra dans la petite chambre et s'assit avec soulagement sur le bord du lit. Pour la première fois de cette journée cauchemardesque, elle se sentit en sécurité. Étrangement, c'était aux côtés de l'homme le plus dangereux de la région. De l'autre côté du mur, elle entendait des bruits discrets. Nathaniel s'affairait dans la cuisine. Émilie défit prudemment son corset et retira sa lourde robe. Dans l'armoire, elle trouva un simple pantalon et une chemise d'homme, bien trop grand pour elle, mais propres et confortables. Quand elle sortit de la chambre, la table était déjà mise avec des assiettes de nourriture fumante et des tasses de café. « Vous vous sentez mieux » demanda Nathaniel. « Beaucoup mieux » répondit honnêtement Émilie en s'asseyant. « Merci. Pour tout. » Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence apaisant. Dehors, le crépuscule tombait, et la cabane s'emplit de la douce lumière des lampes à pétrole. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda finalement Nathaniel. Émilie posa sa fourchette et réfléchit. « Je ne sais pas. Continuer à vivre, je suppose. Que puis-je faire d'autre ?»« Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit-il. « Peu de femmes supporteraient ce qui vous est arrivé aujourd'hui avec autant de calme. » Du calme? Émilie eut un sourire amer. Je pleurais comme une idiote au bord du ruisseau. Vous aviez le droit de pleurer, mais vous n'avez pas craqué. C'est ce qui compte. Il y avait une telle sincérité dans ses paroles qu'Émilie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Quand avait-elle parlé à quelqu'un d'aussi ouvertement pour la dernière fois? « Et vous ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui a amené Nathaniel Blackwood dans notre région ?» Le visage de l'homme s'assombrit. C'est une longue histoire, et pas très agréable. Nous avons le temps. Nathaniel fixa longuement le feu, comme s'il décidait de parler ou non. Finalement, il dit à voix basse, « Je cherchais les assassins de ma femme. Je les ai trouvés à Tombstone il y a 2 ans. Après ça, j'ai décidé de commencer une nouvelle vie, loin de tout ce que j'avais connu. » Émilie retint son souffle. Une femme. Elle ne s'en doutait pas.
Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Il leva les yeux vers elle. Nous savons tous les deux ce que c'est quand tous les projets d'avenir s'effondrent. Un silence plein de compréhension s'installa entre eux. Deux âmes solitaires, chacune avec sa propre douleur, réunies lors d'une journée des plus difficiles. « Il faut que je rentre », dit Émilie en se levant de table. « Mes parents vont s'inquiéter. » Nathaniel hocha la tête et se leva également. « Je vous raccompagne. À cheval, le trajet prendra une demi-heure. » En sortant de la cabane, Émilie se retourna. La petite maison confortable, éclairée par la lanterne, semblait tout droit sortie d'un conte de fées. « Merci, Nathaniel. Pour tout, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose, » dit-il sérieusement. La promesse de Blackwood tient toujours. Il l'aida à monter en selle et s'installa derrière elle. Le cheval s'ébranla, les emportant à travers les prairies nocturnes vers les lumières de la ville. Émilie sentait la chaleur de son corps dans son dos et songeait à l'étrangeté de la vie. Le matin, elle était une fiancée se préparant pour son mariage. Le soir, elle traversait les prairies avec l'homme le plus dangereux de la région, qui s'était avéré être son sauveur. Et pour une raison inconnue, cela ne l'effrayait pas. Bien au contraire. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette matinée fatidique, et Émilie ne parvenait toujours pas à se résoudre à sortir de chez elle. Sa mère lui apportait du thé et la suppliait de manger, tandis que son père fumait sa pipe d'un air sombre sur le porche, jetant des regards sévères en direction de la banque des Wainwright. Toute Red Valley bruissait de rumeurs. Certains compatissaient, d'autres médisaient, et la plupart se délectaient simplement de la plus grande nouvelle de ces dernières années. Assise près de la fenêtre de sa chambre, Émilie observait la vie de la rue principale. Les dames traversaient la rue pour s'éloigner de la maison des Harrison, comme si la honte était contagieuse. Les hommes ôtaient leurs chapeaux par politesse, mais leurs regards trahissaient une curiosité malsaine. Même les enfants qui jouaient dans la poussière jetaient de temps en temps un coup d'œil à leurs fenêtres. « Ma chérie », dit doucement sa mère en entrant dans la chambre avec un plateau. Mrs. Palmer en envoyait une tarte et des mots de soutien chaleureux. Émilie hocha la tête sans quitter la fenêtre des yeux. Mrs. Palmer était une femme bonne, mais ces mots chaleureux s'étaient sûrement déjà répandus dans toute la ville, accompagnés de détails sur l'apparence de la Haye, malheureuse fiancée abandonnée. « Et si nous allions nous promener ?» proposa sa mère. « L'air frais te ferait du bien. »« Pas aujourd'hui, maman. » Mary Harrison soupira et posa le plateau sur la petite table. Elle comprenait sa fille, elle aussi était une femme, et savait ce que c'était d'avoir toute la ville qui commande sa vie privée. Mais se cloîtrer n'était pas une solution. « Émilie, écoute-moi, » dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. « Tu ne peux pas te cacher éternellement. Les gens oublient, la vie continue. Dans 1 mois ou 2, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Pour eux, peut-être, mais pour moi... » Sa mère lui caressa les cheveux, dénoués et en désordre, si différents de la coiffure habituellement soignée d'Émilie. Pour toi aussi. Croisant une vieille femme, le temps guérit même les blessures les plus douloureuses. Une fois sa mère partie, Émilie se remit à regarder par la fenêtre. Quelque part là-bas, au-delà de la ville, se trouvait une petite cabane près d'un ruisseau. Un endroit où un homme a la mauvaise réputation avait été le seul à ne pas la juger, ni à la plaindre, avec une compassion feinte. Nathaniel Blackwood l'avait simplement aidé, sans poser de questions inutiles, ni exiger d'explications. Étrangement, c'était à ces quelques heures passées dans sa maison qu'elle pensait le plus souvent. Pas à Thomas, ni à ses projets effondrés, mais à la tranquillité qu'elle avait ressentie, assise près de la cheminée avec une tasse de café à la main, écoutant la voix douce de l'homme que toute la ville craignait. Le soir venu, Émilie en eut assez de rester enfermée. Attendant que ses parents se couchent,
Elle se glissa discrètement hors de la maison par la porte de derrière. L'air nocturne était frais et vivifiant, chargé des parfums des herbes de la prairie et des feux d'oiseaux de camps lointains. La lune éclairait la route menant aux abords de la ville. Émilie marchait lentement, sans se presser. Soif. Elle n'avait pas envie de retourner au ruisseau, un lieu trop chargé de souvenirs. Mais rester entre quatre murs lui était insupportable. Elle choisit la route du nord, vers le vieux moulin à vent qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Le moulin se dressait sur une petite colline, ses pales immobiles dans la lumière de la lune. Émilie s'assit sur une grosse pierre à sa base et se permit simplement de respirer. Ici, c'était calme, paisible, et personne ne pouvait voir son visage baigné de larmes. Un bruit de sabots la fit sursauter. Un cavalier montait la route en contrebas, sans hâte, comme s'il n'était pas pressé non plus. À la clarté de la lune, Émilie reconnut une silhouette familière coiffée d'un chapeau à large bord. Nathaniel la remarqua alors qu'il était tout près. Il arrêta son cheval et ôta son chapeau. « Bonsoir, Miss Harrison. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un ici à cette heure, dit-il doucement. Je n'arrivais pas à dormir, répondit Émilie. Et vous? La même chose. Il mit pied à terre et attacha son cheval au reste d'une vieille clôture. Puis-je vous tenir compagnie? Ou préférez-vous être seule? Émilie réfléchit un instant. Une jeune fille convenable ne devait pas rencontrer un homme seul, surtout la nuit. Mais après ce qui s'était passé 3 jours plus tôt, la notion de haute convenance avait perdu de son éclat. « Tenez-moi compagnie, dit-elle. Cela me fera plaisir. » Nathaniel s'installa sur une pierre voisine, assez près pour converser, mais pas au point de paraître déplacé. Il connaissait manifestement les règles de la bienséance, même si les autres le considéraient comme un dangereux vaurien. « Comment allez-vous » demanda-t-il simplement. « Mal » répondit honnêtement Émilie. « Toute la ville ne parle que de moi. J'ai peur de sortir de chez moi, peur de croiser des connaissances. Je me sens comme un animal en cage. » Je comprends. J'ai vécu quelque chose de semblable. Quand votre femme était morte? Nathaniel resta longtemps silencieux, contemplant les étoiles au-dessus d'eux. Que j'ai retrouvé ces assassins. Les gens de Tombstone me regardaient comme un chien enragé. Certains avaient peur, d'autres me condamnaient. Ils disaient que la vengeance n'était pas la solution, qu'il aurait fallu faire confiance à la loi. Et vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Non. La réponse fut ferme. Ils ont tué la personne qui m'était la plus chère. La loi ne les aurait jamais atteints. Ils venaient de familles trop influentes. Mais je regrette ce que je suis devenu après. Pendant longtemps, je n'ai pas pu m'arrêter. Je cherchais la bagarre. Je buvais. Je fréquentais de mauvaises personnes. Émilie écoutait attentivement. Sa voix ne contenait ni excuse ni apitoiement, seulement une constatation des faits. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous en sortir? Le temps, et le fait de comprendre qu'Anna n'aurait pas voulu me voir ainsi. Il se tourna vers Émilie. C'était une femme bonne, elle riait beaucoup. Elle aimait les fleurs et les enfants. Elle n'aurait pas approuvé ce que je faisais en sa mémoire. « Parlez-moi d'elle » demanda doucement Émilie. Nathaniel sourit, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Nous nous sommes rencontrés à Denver. Elle était enseignante dans une école pour enfants de colons. J'étais alors adjoint du shérif, jeune et impétueux. Anna savait calmer mes ardeurs d'un seul regard. Combien de temps avez-vous été mariés? 4 ans. Nous voulions des enfants, mais ça ne venait pas. Elle en souffrait beaucoup. Et puis, sa voix se brisa. Émilie tendit la main et toucha doucement son épaule. Le geste était instinctif, sans calcul, simplement une personne seule en réconfortant une autre. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû poser de questions. Ce n'est rien. Nathaniel couvrit sa main de la sienne. Ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui ne juge pas et ne donne pas de conseils speed.
Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits nocturnes de la prairie. Au loin, un coyote hurla, un autre lui répondit. Le vent bruissait dans l'herbe sèche et faisait grincer les pales du vieux moulin. « Et vous » demanda Nathaniel. « Vous le connaissiez depuis longtemps, ce... Thomas » ? Depuis l'enfance. Nos familles étaient amies. Nos parents disaient toujours en plaisantant que nous nous marierions en grandissant. Sa demande en mariage m'a semblé naturelle. « L'aimiez-vous » Émilie réfléchit. Étrangement, en 3 jours, elle ne s'était jamais posé cette question. « Je ne sais pas. Je croyais que oui. Thomas était beau, bien éduqué, d'une bonne famille, tout ce qu'il fallait pour un mariage heureux. Mais maintenant que j'y pense, je crois que j'aimais plus l'idée de la vie de famille que lui-même. Alors peut-être vous a-t-il rendu service ?» Émilie le regarda, surprise. « Un service ? Il m'a abandonné devant l'autel. Et il vous a épargné un mariage sans amour. Croyez-moi, vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas est bien pire que de subir une humiliation publique. Vous parlez en connaisseur. J'ai vu assez de mariages de ce genre. Les femmes se fanent, les hommes sombrent dans l'alcool ou cherchent du réconfort ailleurs. Les enfants grandissent sans voir ni chaleur ni respect entre leurs parents. » Émilie garda le silence, digérant ses paroles. Peut-être avait-il raison. Peut-être que Thomas lui avait vraiment évité de commettre une erreur. Mais cela ne rendait pas ce qui s'était passé moins douloureux. « Comment faites-vous, demanda-t-elle. « Quoi donc? Vous me faites penser à des choses auxquelles je ne veux pas penser. Et pourtant, je ne me sens pas plus mal, au contraire. Je me sens plus légère. » Nathaniel haussa les épaules, probablement parce que j'ai moi-même traversé la douleur. Je sais combien il est important de parler à quelqu'un qui ne prétend pas comprendre ce que vous ressentez. Et vous? Vous ne prétendez pas. Non. Je ne sais pas faire et je ne veux pas. La lune s'était montée plus haut, sa lumière plus vive. Émilie réalisa que ses parents pourraient bientôt se réveiller et s'inquiéter de son absence. « Il faut que je rentre, » dit-elle en se levant. « Je vous accompagne. » Nathaniel se leva également. « La nuit, les prairies ne sont pas sûres pour une femme. Et pour votre réputation, est-ce sûr de m'accompagner » demanda Émilie avec un léger sourire. « Et si quelqu'un nous voyait ? Je me fiche de ma réputation. Et je ne ruinerai pas la vôtre. Je ne vous accompagnerai que jusqu'aux abords de la ville. » Ils marchaient côte à côte, lui menant le cheval par la bride. Émilie songeait à l'étrange tournure que prenait sa vie. 3 jours plus tôt, elle se préparait à devenir l'épouse du fils d'un banquier. Maintenant, elle se promenait la nuit avec l'homme que la moitié du comté craignait, et se sentait plus sereine qu'elle ne l'avait été pendant les longs mois de ses fiançailles avec Thomas. « Nathaniel, dit-elle alors que les premières maisons de la ville apparaissaient, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Pourquoi m'aidez-vous ? Nous nous connaissons à peine et vous... Et moi quoi ? Vous perdez votre temps avec les problèmes des autres. Peu de gens feraient ça. » Nathaniel s'arrêta et la regarda sérieusement. « Peut-être parce que je sais ce que c'est de rester seul avec sa douleur. Et je sais combien il est important d'avoir quelqu'un à ses côtés qui ne juge pas. » Qui ? C'est la seule raison ? Il resta longtemps silencieux, comme s'il réfléchissait à sa réponse. « Pas seulement, dit-il enfin à voix basse, mais pour l'instant, c'est la seule. » Émilie ne posa pas d'autres questions. Il y avait quelque chose dans son ton qui décourageait toute curiosité. Ils arrivèrent à l'arrière de la maison des Harrison, où une lanterne solitaire éclairait le porche. « Merci, dit Émilie, pour la promenade et pour la conversation. Je me sens mieux. De rien. » Nathaniel toucha le bord de son chapeau. « Bonne nuit, Miss Harrison. »« Émilie, le corrigea-t-elle. Simplement Émilie. »« Alors je suis Nate pour mes amis. » Le mot « ami » résonna d'une manière particulière dans le silence de la nuit. Émilie hocha la tête et se dirigea rapidement vers la maison. Sur le seuil, elle se retourna.
Nathaniel était toujours près du portail, attendant qu'elle soit entrée en toute sécurité. Dans sa chambre, Émilie eut du mal à trouver le sommeil. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. L'étrange tournant du destin. Cet homme à la réputation si sombre, qui s'était avéré être un rayon de lumière dans ses jours les plus sombres. Et la signification de ces dernières paroles, pas seulement, mais pour l'instant, c'est la seule. À 1 mille de la ville, dans une petite cabane près d'un ruisseau, un autre être humain restait éveillé, pensant à une femme aux yeux bleus et tristes. À la façon dont elle avait tendu la main pour le réconforter, alors qu'il parlait d'Anna. Ça, et au fait que, pour la première fois en 2 ans, son cœur avait réagi à la présence de quelqu'un. Mais Emily Harrison méritait mieux qu'un homme avec du sang sur les mains et une réputation de tueur. Nathaniel le savait pertinemment. Il le savait, mais ne pouvait se résoudre à rester à l'écart. Le lendemain matin, Emily se réveilla avec une ferme résolution. Fini de se cacher. Elle enfila une simple robe bleue, coiffa soigneusement ses cheveux et sortit de la maison pour la première fois en 4 jours. La rue principale l'accueillit avec des regards méfiants et des conversations à voix basse. Emily releva le menton et se dirigea vers l'épicerie de Mrs. Palmer. Il était temps de montrer à la ville qu'Emily Harrison n'était pas brisée. « Ma chère !» s'exclama Mrs. Palmer quand Emily entra dans le magasin. « Comme je suis contente de te voir. Comment vas-tu, ma belle ?»« Très bien, » répondit fermement Emily. « La vie continue. »« Bien sûr, bien sûr. Tu es une fille forte, je l'ai toujours su. » La vieille femme emballait les achats avec empressement. « Et tu sais quoi? C'est peut-être un mal pour un bien. Ce Thomas m'a toujours semblé être un garçon frivole. » Emily hocha la tête et paya la farine et le sucre. En sortant de l'épicerie, elle se retrouva face à Jacob Wainwright, le père du fiancé en fuite. L'homme avait l'air vieilli et embarrassé. « Emily, » commença-t-il avec hésitation, « je voulais te parler. À propos de Thomas, que vouliez-vous me dire exactement, monsieur Wainwright? Il a envoyé une lettre. Il m'a demandé de te transmettre. Enfin, il regrette la tournure des événements. » Émilie regarda attentivement le vieux banquier. Ses yeux trahissaient et la honte et le désarroi. Il ne savait manifestement pas comment réparer la faute de son fils. « Monsieur Wainwright, » dit-elle calmement, « votre fils a fait un choix. Les adultes doivent assumer leurs actes. Dites-lui que je lui souhaite d'être heureux dans sa nouvelle vie. » Jacob la regarda, stupéfait. Il s'attendait clairement à des larmes, des reproches ou des demandes d'explication. « Tu n'es pas en colère ?»« Je l'étais. Plus maintenant. » Emily ajusta son panier. « Bonne journée, M. Wainwright. » Elle s'éloigna, laissant le banquier perplexe. Elle-même s'étonnait de son propre calme. La veille encore, la simple mention de Thomas provoquait une douleur aiguë. Maintenant, ce n'était plus qu'une légère tristesse, comme le souvenir d'un livre lu depuis longtemps. Peut-être que sa conversation nocturne avec Nathaniel l'avait vraiment aidée. Ou peut-être commençait-elle simplement à comprendre que ce qui lui avait semblé être la fin du monde était en réalité une libération. Émilie rentra chez elle en traversant la rue principale, la tête haute, ignorant les chuchotements et les regards. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui semblait plus désespérément sombre. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Émilie était sortie de chez elle pour la première fois après le fiasco de son mariage. Elle reprenait progressivement le rythme de sa vie habituelle, aider sa mère tasse aux tâches ménagères, lire, se promener parfois dans les environs. La ville perdait peu à peu son intérêt pour sa personne, trouvant de nouveaux sujets de conversation. Jeudi matin, la carriole du docteur Elmer s'arrêta devant la maison des Harrison. Émilie regarda par la fenêtre et vit le vieux médecin monter précipitamment les marches du porche. « Mary, Émilie !» cria-t-il en frappant à la porte. « J'ai besoin d'aide !» Sa mère ouvrit la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. « Que se passe-t-il, docteur ?» « On a trouvé un homme blessé dans les prairies.
Le berger McGill l'a découvert près du vieux puits, à 1 mille au nord. Une balle dans l'épaule, il a perdu beaucoup de sang. Je ne peux pas m'en sortir seul. Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. Emily descendit les escaliers, nouant son tablier. « Je vais vous aider, » dit-elle avec détermination. « Que faut-il faire ?» Le docteur Elmer poussa un soupir de soulagement. Emily était connue en ville pour ses talents de guérisseuse. Elle a aidé souvent lors des accouchements et pour soigner les maux courants. « Prends des bandages, de l'iode, de la morphine. Mes instruments sont dans la carriole. Nous devons partir immédiatement. » Une demi-heure plus tard, ils filaient sur la route poussiéreuse. Le docteur menait les chevaux tandis qu'Emily tenait la caisse de médicaments, s'efforçant de ne pas la renverser sur les cahots. « Qui est-ce que cet homme ?» demanda-t-elle alors qu'il quittait la route principale pour un chemin de terre. « Je ne sais pas. McGill dit que c'est un inconnu. Il est habillé comme un cow-boy mais avec des bottes et des armes de prix. Peut-être un marchand de bétail ou un joueur. Le vieux puits apparut derrière une petite colline. À côté se tenait un cheval dont les rênes étaient attachées à un poteau, et sous un chêne touffu gisait un homme. Le berger McGill, un jeune homme maigre aux cheveux roux d'une vingtaine d'années, leur fit signe de la main. « Ici, Doc, il est inconscient depuis 1 heure. » Emily sauta de la carriole et courut vers le blessé. Son cœur rata un battement, c'était Nathaniel. La chemise sur son épaule gauche était sombre de sang. Son visage était pâle, sa respiration superficielle. « Nate », murmura-t-elle en s'agenouillant à ses côtés. Le docteur Elmer la regarda avec surprise. « Tu connais cet homme? C'est Nathaniel Blackwood. Il m'a aidé il y a quelques jours. » « Blackwood ?» McGill recula d'un pas. « On dit que c'est un tueur, peut-être qu'il ne faut pas. »« Tais-toi, garçon, le coupa sèchement le docteur Elmer. Je suis médecin, pas juge. Emily, aide-moi à le retourner. » Ils tournèrent imprudemment Nathaniel sur son côté sain. La balle était entrée dans l'épaule par derrière, près de l'omoplate, mais ne semblait pas avoir touché d'organes vitaux. « Il a de la chance, » marmonna le docteur en examinant la blessure. « Un peu plus à droite et elle aurait atteint le poumon. Il faut extraire la balle ici même. Le transporter dans cet état était trop dangereux. » Emily hocha la tête et commença à disposer les instruments sur un linge propre. Ses mains bougeaient avec assurance, malgré son anxiété. Au fil des années passées à aider le docteur Elmer, elle avait vu toutes sortes de blessures. « McGill, fais un feu, » ordonna le docteur. « Il faut stériliser les instruments. Et va chercher de l'eau au puits. » Pendant que le berger s'exécutait, Emily coupa délicatement la chemise ensanglantée de Nathaniel. Sa peau était brûlante, la fièvre avait commencé. « Et qu'a-t-il pu se passer ?» demanda-t-elle à voix basse. « Qui sait? Peut-être est-il tombé sur des bandits ou un vieil ennemi a refait surface. » Les hommes commis comme lui ont beaucoup d'ennemis. Emily voulut protester, dire que Nathaniel n'était pas celui que tout le monde croyait. Mais elle se tut. L'important, pour l'instant, était de lui sauver la vie. Une fois les instruments prêts, le docteur Elmer versa quelques gouttes de morphine dans la bouche de Nathaniel. « Tiens-le par l'épaule saine, » dit-il à Emily. « S'il se réveille pendant l'opération, il pourrait bouger. » Emily posa ses mains sur l'épaule et la poitrine de Nathaniel, sentant son cœur battre à un rythme accéléré. Le docteur commença à extraire la balle, et elle vit le visage du blessé se crisper, bien qu'il restât inconscient. « Presque fini, » marmonna Elmer. « La voilà, cette coquine. » La balle tomba sur le linge avec un bruit sourd. Le docteur nettoya soigneusement la plaie et commença à suturer. « Il vivra, » dit-il enfin, « mais il aura besoin de repos et de soins. On le transporte en ville. »« Non, » répondit rapidement Emily. « Il a une maison ici, dans les prairies. Ce sera mieux là-bas. » Le docteur la regarda avec surprise, mais ne posa pas de questions. Ils transportèrent notre Nathaniel dans la carriole, et Emily,
indiqua le chemin de sa cabane près du ruisseau. La maison les accueillit dans le silence. Émilie trouva la clé sous une pierre près du porche, exactement comme il le lui avait dit le premier jour. Ils installèrent Nathaniel dans son lit, et le docteur Elmer laissa des instructions détaillées pour les soins. « La fièvre durera 2 ou 3 jours, dit-il. L'important est de surveiller qu'il n'y ait pas d'inflammation. Change le pansement tous les jours. Si quelque chose ne va pas, appelle-moi immédiatement. »« Je resterai avec lui, » déclara Émilie. « Ma chère, ce n'est pas raisonnable. Une jeune femme non mariée seule avec un homme, docteur, il m'a sauvé la vie. C'est à mon tour de l'aider. » Sauver la vie? Émilie comprit qu'elle en avait trop dit, mais il était trop tard pour reculer. Le jour de mon mariage. Sans lui, j'aurais fait une bêtise. Je dois être à ses côtés maintenant. Le docteur Elmer étudia longuement son visage, puis hocha la tête. D'accord. Mais je dirai à tes parents que tu aides un blessé. Qu'ils sachent où te trouver. Après le départ du docteur, la maison devint très silencieuse. Émilie était assise près du lit, surveillant la respiration de Nathaniel. De temps en temps, il marmonnait quelque chose dans son délire. Mais il était impossible de comprendre ses paroles. Vers le soir, la fièvre monta encore. Émilie lui humectait le front avec de l'eau fraîche, le faisait boire goutte à goutte lorsqu'il reprenait conscience pour quelques minutes. Il la reconnaissait, mais était trop faible pour parler. « Tout ira bien, » murmurait-elle en tenant sa main brûlante dans les siennes. « Tu es fort. Tu t'en sortiras. » La nuit, Émilie somnolait dans un fauteuil près du lit, se réveillant au moindre bruit. Plusieurs fois, elle crut que la respiration de Nathaniel devenait trop faible et vérifia son pouls en panique. Mais son cœur battait, bien qu'irrégulièrement. Le deuxième jour, la fièvre commença à baisser. Nathaniel restait conscient plus longtemps, pouvait boire de l'eau et un peu de bouillon qu'Émilie préparait dans sa cuisine. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il d'une voix faible alors qu'elle changeait son pansement. « Quelqu'un doit veiller sur toi. Tu as tes propres soucis. Et ta réputation. » Émilie le regarda attentivement. « Ma réputation a déjà souffert quand on m'a abandonné devant l'autel. Et mes soucis ?» Elle haussa les épaules. « Ils ne sont pas si importants. »« Émilie, ne discute pas. Tu m'as aidé quand j'allais mal. C'est à mon tour. » Nathaniel se tut. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la surprise, de la gratitude, et autre chose qu'Émilie n'osait pas nommer. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en fixant le bandage. « Qui t'a tiré dessus ?» 3 hommes m'ont barré la route près du vieux puits. Ils voulaient de l'argent. Quand j'ai refusé, la fusillade a commencé. Des bandits? Je ne pense pas. Ils étaient trop bien habillés et armés. Plutôt des mercenaires. Mais pourquoi quelqu'un engagerait-il des hommes contre toi? Nathaniel se tourna vers le mur. J'ai beaucoup d'ennemis, Émilie. Peut-être que quelqu'un du passé a décidé de régler ses comptes. Émilie sentait qu'il ne disait pas tout, mais elle n'insista pas. Pour l'instant, l'important était de le remettre sur pied. Le 3e jour, Nathaniel put se lever et aller jusqu'à la cuisine. Il était encore faible, son bras gauche presque inutilisable, mais le danger était écarté. « Merci, » dit-il, assis à table, et la regardant préparer le petit déjeuner. « Je te suis redevable. »« Nous sommes quittes, » répondit-elle sans se retourner. « Tu m'as sauvé d'une bêtise, je t'ai sauvé d'une balle. Ce ne sont pas les mêmes choses. Pour moi, si. » Elle lui servit une assiette d'œufs au plat et s'assit en face de lui. En 3 jours, ils s'étaient habitués à prendre leur repas ensemble, et cela semblait naturel. « Que feras-tu quand je serai rétabli ?» demanda Nathaniel. Émilie réfléchit. « Bonne question. Retourner à sa vie d'avant dans la maison de ses parents, attendre un nouveau prétendant ?» L'idée lui parut étrangement désagréable. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Et toi, tu resteras ici ?»« Non,
c'est trop dangereux. Si ces hommes m'ont trouvé une fois, ils me trouveront une seconde fois. Il faut que je parte. Ou, peut-être en Californie, ou plus au nord, là où personne ne connaît Nathaniel Blackwood. Emily sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle commençait à peine à comprendre à quel point la compagnie de cet homme était devenue importante pour elle, et il s'apprêtait déjà à disparaître. « Je comprends, » dit-elle à voix basse. « C'est probablement la bonne décision. » Ils terminèrent leur petit déjeuner en silence. Chacun pensait à ses propres affaires. Mais leurs pensées se croisaient étrangement. Après le petit déjeuner, Emily rassembla ses quelques affaires. « Il faut que je rentre, » dit-elle. « Tu peux te débrouiller sans aide maintenant. » « Oui, » admit Nathaniel, bien que sa voix trahît une certaine hésitation. Il se tenait sur le seuil de la maison, ne sachant comment se dire au revoir. En 3 jours, une proximité s'était installée entre eux, qu'il n'était pas si simple de rompre. « Émilie » commença Nathaniel. « Quoi? Si les circonstances avaient été différentes, si j'avais eu un autre passé. » Elle leva la main pour l'arrêter. « Ne dis rien. Ne dis pas ce que tu ne peux pas changer. » Nathaniel hocha la tête, comprenant qu'elle avait raison. « Prends soin de toi, » dit Émilie, avant de s'éloigner rapidement sur le sentier menant au ruisseau. Nathaniel resta longtemps sur le porche, la regardant s'éloigner. Quand sa silhouette disparut au détour du sentier, il rentra dans la maison. Mais la maison ne semblait plus être un foyer. Elle était désormais trop chargée de souvenirs de cheveux dorés et de gentils yeux bleus. Émilie rentra chez elle lentement, sans se presser. Elle avait besoin de temps pour faire le point sur ses sentiments. 3 jours et 3 nuits aux côtés de Nathaniel avaient changé quelque chose en elle. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui rêvait d'un bonheur familial tranquille avec le fils d'un banquier. Mais que ressentait-elle pour Nathaniel? De la gratitude? De la compassion? Ou quelque chose de plus grand qui l'effrayait par sa force et son impossibilité? À la maison, on l'accueillit avec soulagement et questions. Émilie raconta brièvement l'histoire du voyageur blessé, sans mentionner son nom. Ses parents la crurent. Leur fille avait toujours été compatissante. Mais le soir, assise près de la fenêtre de sa chambre, ses pensées retournaient sans cesse à la cabane près du ruisseau, se demandant si Nathaniel dormait, si sa blessure lui faisait mal, et surtout, quand il partirait. À 1 mille de la ville, un autre être humain était assis près de la cheminée et pensait à la même chose. À cette femme qu'il avait soignée pendant 3 jours sans se rien demander en retour. À la façon si naturelle dont ils avaient vécu sous le même toit. Et au fait que leur séparation lui causait une douleur à laquelle il ne s'attendait pas. Nathaniel le savait, il devait partir, pour sa sécurité et sa réputation. Mais pour la première fois en 2 ans, il n'avait pas envie d'être seul. Le lendemain matin, 3 inconnus arrivèrent à Red Valley. Ils s'arrêtèrent au saloon, las de la chance, et commencèrent à interroger les habitants sur un homme nommé Nathaniel Blackwood. Emily l'apprit de Mrs. Palmer en allant faire des courses à l'épicerie. « On dit que ce sont des détectives ou des chasseurs de primes, » chuchotait la vieille femme. « Ils demandent si quelqu'un a vu Blackwood ces derniers jours. » Emily sentit un froid l'envahir. Elle acheta ce dont elle avait besoin et se dépêcha de rentrer chez elle. Mais ses pensées n'étaient tournées que vers une seule chose. Il fallait prévenir Nathaniel. Ces hommes n'étaient manifestement pas apparus en ville par hasard. Après le déjeuner, elle se glissa discrètement hors de la maison et se dirigea vers le ruisseau. Son cœur battait si fort qu'il semblait qu'on pouvait l'entendre dans tout le comté. La cabane près du ruisseau semblait paisible. De la fumée s'échappait de la cheminée. Le cheval de Nathaniel paissait dans la prairie. Emily frappa à la porte. « Nate, c'est moi. Ouvre, il faut que je te parle. » La porte s'ouvrit presque aussitôt. Nathaniel avait meilleure mine, son teint s'était amélioré, bien que son bras gauche fût toujours en écharpe. « Quelque chose est arrivé ? » « Il y a 3 inconnus en ville.
Il pose des questions sur toi. » Le visage de Nathaniel s'assombrit. À quoi ressemble-t-il? Je ne les ai pas vus moi-même. On dit qu'ils sont bien habillés, armés. Ils se sont arrêtés au saloon. Je vois. Il s'écarta de la porte, l'invitant à entrer d'un geste. Alors, ils m'ont trouvé. Qui sont-ils, Nate, sur Martha? Nathaniel se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors, scrutant les environs. Des hommes de la famille Cassidy, ceux-là même qui ont tué Anna. Mais tu as dit que les assassins étaient morts. Les assassins, oui, mais les Cassidy ont une grande famille et une longue mémoire. Ils ont probablement décidé de venger les leurs. Emily s'assit dans le fauteuil près de la cheminée, essayant de comprendre la situation. « Qu'est-ce que tu vas faire? » « Partir. Ce soir, dès qu'il fera nuit. » Il se tourna vers elle. « Et toi? Oublie le chemin qui mène ici. Ça pourrait être dangereux. » « Je n'ai pas peur. Moi, j'ai peur. Pour toi. » Il y avait une telle inquiétude sincère dans sa voix qu'Emily sentit une chaleur dans sa poitrine. Elle ne lui était donc pas indifférente. « Nate? »« Non, » dit-il sèchement. « Ne dis rien. S'il te plaît. C'est déjà assez difficile de partir. » Emily se tut. Ils se tenaient de part et d'autre de la pièce. Mais la distance entre eux semblait immense. « As-tu besoin d'aide pour tes affaires ?» demanda-t-elle finalement. « Non, je n'en ai pas beaucoup. Alors, je m'en vais. » Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Emily. » Elle se retourna. « Merci, pour tout. Prends soin de toi, Nathaniel Blackwood. » En quittant la maison, Emily ne savait pas que c'était leur dernière rencontre. Mais son cœur se serrait comme s'il comprenait déjà ce que son esprit refusait d'admettre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Nathaniel avait disparu de la cabane près du ruisseau. Emily y était retournée plusieurs fois en secret pour vérifier. La maison était vide, les volets fermés, et il ne restait aucune trace de sa présence dans la cour. C'était comme si Nathaniel Blackwood n'avait jamais existé dans sa vie. Les 3 inconnus étaient restés 3 jours en ville, interrogeant les habitants et fouillant les environs. Mais comme personne ne savait vraiment où vivait Blackwood, leurs recherches n'aboutirent à rien. Déçus, ils partirent vers le nord, en direction de la frontière du Colorado. Emily essayait de reprendre une vie normale. Elle aidait sa mère, lisait, brodait, recevait de rares visiteurs. Mais tout lui semblait fade, sans couleur. Même les livres qui la passionnaient autrefois ne parvenaient plus à retenir son attention. Ses pensées revenaient constamment à ses jours et ses nuits passées dans la cabane près du ruisseau, aux conversations près du feu, à ce sentiment de paix et de compréhension. Son père remarqua son abattement. « Emily » lui dit-il un soir en posant son journal. « Peut-être devrais-tu aller voir ta tante Margaret à Denver. Un changement d'air te ferait du bien. » « Ce n'est pas la peine, papa. Je vais bien. » « Ça n'en a pas l'air. Tu te promènes comme une somnambule depuis 2 semaines. » Sa mère soutint son mari. « Ma chérie, nous comprenons que l'histoire avec Thomas a été douloureuse. Mais la vie continue. À Denver, tu auras plus d'occasion de rencontrer des jeunes gens convenables. » Emily voulait dire que le problème n'était pas du tout Thomas, qu'elle avait presque oublié son ancien fiancé. Le problème venait d'un tout autre homme, celui qu'elle ne reverrait probablement jamais. « J'y réfléchirai, » dit-elle pour clore la conversation. Mais il n'y avait rien à réfléchir. Denver, de nouvelles rencontres, des tentatives de refaire sa vie, tout cela lui semblait dénué de sens. Après avoir rencontré Nathaniel, les autres hommes lui paraissaient être de pâles ombres. Samedi matin, une carriole familière s'arrêta devant la maison des Harrison. Emily regarda par la fenêtre et vit le docteur Elmer monter précipitamment les marches du porche. « Encore un blessé ?» demanda-t-elle en ouvrant la porte. « Non, ma chère. Cette fois, c'est différent. » Le docteur ôta son chapeau et essuya son front en sueur. « Je dois me rendre au ranch des McClintock.
Il y a une épidémie de diphtérie. 3 enfants sont tombés malades. Mais je ne peux pas laisser la ville sans médecin. Il y a des malades ici aussi. Viendras-tu avec moi? Emily n'hésita pas. Bien sûr. Donnez-moi 10 minutes pour me préparer. Le ranch des McClintock se trouvait à 2 heures de route à l'est de Red Valley. C'était une grande exploitation où l'on élevait du bétail et des chevaux. Emily y était allée dans son enfance. Le vieux McClintock était ami avec son père. La route était poussiéreuse et fatigante. Le docteur Elmer lui expliqua les symptômes de la diphtérie et l'importance d'empêcher la propagation de la maladie. C'est sérieux, Emily. Si l'infection se propage, la moitié des enfants du comté pourraient mourir. Il faut isoler les malades et surveiller les autres membres de la famille. Le ranch les accueillit dans une agitation inquiète. Mrs. McClintock, une femme habituellement calme et posée, courait dans la cour en donnant des ordres contradictoires aux employés. « Docteur !» s'exclama-t-elle en voyant la carriole. « Dieu soit loué, vous êtes arrivé. Les enfants s'y sont très mal en point, surtout le plus jeune. Dans la maison régnait une odeur de médicaments et de maladie. Les 3 enfants des McClintock, Mary, 9 ans, Jack, 7 ans, et Timmy, 5 ans, étaient bien couchés dans la même chambre. Tous avaient une forte fièvre, une respiration difficile et la plaque caractéristique dans la gorge. Le docteur Elmer se mit immédiatement au travail et Emily l'aida. Elle préparait les médicaments, changeait les compresses, faisait boire les enfants. Le plus jeune, Timmy, était dans l'état le plus grave. Il respirait à peine. Ses lèvres étaient bleues par manque d'air. « Il faut une trachéotomie », dit le docteur à voix basse pour que les parents n'entendent pas. Sinon, il va s'étouffer. Ici, maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Nous n'avons plus le temps de le transporter en ville. Emily hocha la tête, bien que tout son être se crispât de peur. Elle n'avait vu cette opération qu'une seule fois, et le patient était mort. Ils transportèrent le garçon dans la cuisine, où il y avait plus de lumière. Le docteur Elmer préparait ses instruments tandis qu'Emily faisait bouillir de l'eau. Et disposait les bandages. Ses mains tremblaient, mais elle se forçait à rester calme. « Tiens sa tête !» ordonna le docteur. « Et ne lâche pas quoi qu'il arrive. » L'opération dura une éternité, bien qu'en réalité elle n'ait pas dépassé 10 minutes. Quand le docteur Elmer inséra le tube dans la gorge du garçon et que celui-ci put enfin respirer, Emily sentit qu'elle pouvait respirer elle-même. « Bravo !» dit le docteur en essuyant ses instruments. « Tu as les nerfs solides. Les 3 jours suivants, ils ne quittèrent pratiquement pas le ranch. » Emily dormait par intermittence dans un fauteuil près du lit des enfants, se réveillant au moindre bruit. Progressivement, l'état des enfants se stabilisa. La fièvre baissa et leur respiration redevint normale. Le 4e jour, une fois le danger écarté, le docteur Elmer annonça qu'il pouvait rentrer. « Merci », dit Mrs. McClintock en les accompagnant jusqu'à la carriole. « Sans vous, nous aurions perdu Timmy. »« Remerciez Emily », répondit le docteur. « Elle a travaillé aussi bien qu'une infirmière expérimentée. » Sur le chemin du retour, le docteur Elmer était pensif. Finalement, il prit la parole. « Emily, n'as-tu jamais pensé à te lancer sérieusement dans la médecine? »« Comment ça? » ?»« Aller étudier. Il y a une école de médecine pour femmes à Denver. Tu pourrais devenir un vrai médecin. » Emily le regarda, surprise. « Une femme médecin? Est-ce possible? » « Bien sûr que c'est possible. Les temps changent, ma chère. Et tu as du talent. J'ai vu comment tu as travaillé avec les enfants, calme, assuré, sans panique. Ce sont des qualités qu'on ne peut ni acheter ni apprendre. » L'idée lui parut audacieuse et un peu effrayante. Une femme médecin dans le Far West, c'était presque du jamais vu. Mais en même temps, la perspective la séduisait. Faire un métier qui compte vraiment, sauver des vies, être utile. Combien de temps durant les études? 3 ans.
mais ce sont des années qui en valent la peine, crois-moi. De retour à la maison, Emily réfléchit longuement à la proposition du docteur Elmer. La médecine, pourquoi pas? Ce serait mieux que de rester à Red Valley à attendre un mari convenable. Une semaine plus tard, elle annonça sa décision à ses parents. Une école de médecine. Son père posa sa fourchette et la regarda attentivement. « Emily, es-tu sérieuse? » « Tout à fait. Le docteur Elmer pense que j'ai des aptitudes. Mais ce n'est pas une affaire de femme, » dit sa mère déconcertée. « Pourquoi? Les femmes ont toujours soigné et aidé lors des accouchements. C'est juste qu'avant, on ne l'enseignait pas dans les écoles. » Son père réfléchit. « Les études coûtent cher et vivre à Denver n'est pas donné non plus. J'ai l'argent que mon grand-père m'a laissé en héritage. Ce sera suffisant. » « Et le mariage? » « Les enfants, » insista sa mère. « Quel homme voudra d'une femme médecin? » Émilie haussa les épaules. « Celui qui m'aimera. Et s'il n'en veut pas, c'est que ce ne sera pas le bon. » Ses parents échangèrent un regard. Ils voyaient que leur fille était déterminée et comprenaient qu'après l'histoire avec Thomas, elle avait besoin d'un nouveau but dans la vie. « D'accord, » dit enfin son père. « Essaye. Si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours revenir à la maison. » Émilie le serra dans ses bras. « Merci, papa. Je ne te décevrai pas. » Les 2 semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs du départ. Il fallait faire ses bagages, remplir les documents d'inscription, trouver un logement à Denver. Emily écrivait des lettres, rencontrait le docteur Elmer qui lui donnait des recommandations et des conseils. Étrangement, plus la date du départ approchait, plus elle pensait à Nathaniel. Où était-il maintenant? Avait-il trouvé un endroit sûr? Pensait-il à elle, ne serait-ce que de temps en temps? Le dernier soir avant son départ, Emily décida de dire au revoir à ses endroits préférés. Elle parcourut la rue principale de la ville et entra dans l'épicerie de Mrs. Palmer s'arrêta devant l'église où elle aurait dû se marier avec Thomas. Et enfin, elle se dirigea vers le ruisseau. La cabane de Nathaniel était toujours vide. Les volets étaient cloués. L'herbe avait poussé dans la cour. Emily s'assit sur le porche et se permit de se souvenir de ces quelques jours qui avaient changé sa vie. « Adieu, Nate », murmura-t-elle dans le silence du soir. « Où que tu sois heureux. » Le vent bruissait dans les feuilles, le ruisseau chantait sa mélodie familière. Et quelque part, au loin, un homme aux cheveux sombres et à la cicatrice sur le front pensait à une femme aux boucles dorées et aux yeux bienveillants, sans savoir que le lendemain, elle commencerait une nouvelle vie. Le matin, la diligence s'arrêta devant la maison des Harrison. Emily y monta avec une seule valise et le cœur rempli d'espoir et de crainte. Denver, l'école de médecine, de nouvelles personnes, tout cela l'attendait. La diligence s'ébranla, laissant Red Valley derrière elle. Emily regardait par la fenêtre les prairies qui s'éloignaient et songeait aux étranges tournants que prend la vie. 6 mois plus tôt, elle se préparait à devenir la femme d'un banquier. Maintenant, elle partait étudier pour sauver des vies. Et au fond de son cœur, une faible lueur d'espoir persistait. Peut-être qu'un jour, le destin la réunirait à nouveau avec l'homme qui lui avait montré ce qu'était que la véritable compréhension. À Denver, la diligence s'arrêta à la gare postale. Emily descendit sur le trottoir en bois, prit sa valise et regarda autour d'elle. La grande ville bourdonnait d'une vie bien différente de celle de la paisible Red Valley. Les gens se pressaient, indifférents à la jeune femme en simple robe de voyage. L'école de médecine se trouvait dans la partie est de la ville, près de l'hôpital. Emily engagea un cocher et, une demi-heure plus tard, se tenait devant un bâtiment de 3 étages en briques avec une plaque indiquant « École de médecine de Denver ». « Vous êtes sûre, mademoiselle ?» demanda le cocher en déchargeant sa valise. « C'est un endroit pour les hommes médecins. »« J'en suis sûre, » répondit fermement Emily avant d'entrer dans le bâtiment. Dans le hall d'entrée,
Une femme âgée vêtue d'une robe sombre et stricte l'accueillit. « Miss Harrison, nous vous attendions. Je suis Mrs. Wilson, l'administratrice du programme pour femmes. Bienvenue à l'école de médecine de Denver. » Emily sourit. Une nouvelle vie commençait. Pendant ce temps, dans la petite ville de Silver Creek, à 200 milles au nord, un homme vêtu d'une veste en cuir usé était assis dans un coin du saloon et buvait un café. Nathaniel Blackwood se cachait là depuis 1 mois, travaillant dans une scierie sous un faux nom. Chaque soir, il se demandait s'il devait envoyer une lettre à Red Valley, au moins pour savoir comment allait Emily. Mais à chaque fois, la raison l'emportait. Son passé était trop sombre pour y entraîner une femme si lumineuse et si bonne. Il valait mieux qu'elle l'oublie et trouve le bonheur avec quelqu'un de digne. Nathaniel termina son café et sortit. Les étoiles brillaient intensément au-dessus des sommets montagneux. Quelque part au sud, sous ces mêmes étoiles, vivait la femme qui l'avait sauvé non seulement d'une balle, mais aussi du désespoir. Et il ne pouvait qu'espérer qu'elle soit heureuse. Le temps dirait s'il avait eu tort de penser que leurs chemins s'étaient séparés pour toujours. 2 années passèrent comme un seul jour. Emily se plongea corps et âme dans ses études. Anatomie, physiologie, chirurgie, obstétrique. Ses journées se déroulaient dans les amphithéâtres et les salles d'hôpital, ses soirées à la lueur d'une lampe à pétrole, penchée sur ses manuels. Elle était l'une des 7 femmes parmi 50 étudiants, et chacune d'elles devait prouver son droit d'être là. Au début, les professeurs traitaient les étudiantes avec scepticisme. Mais Emily gagna rapidement leur respect grâce à la précision de ses diagnostics et à son habileté avec les patients. Le professeur Stevenson, chef du service de chirurgie, un homme sévère qui ne tolérait ni la faiblesse ni l'ignorance, l'appréciait particulièrement. « Miss Harrison, » lui dit-il après une opération particulièrement complexe où Emily l'avait assistée, « vous avez des mains en or et la tête froide. C'est exactement ce qu'il faut à un chirurgien. » Emily remerciait le destin pour son choix. La médecine était devenue non seulement une profession, mais une vocation. Chaque patient sauvé lui apportait une joie que ni les belles robes ni les mondanités ne pouvaient lui offrir. Elle vivait dans une petite chambre près de l'école, dans une pension pour étudiantes. Ses voisines étaient des jeunes femmes tout aussi déterminées, de futures enseignantes, des infirmières, et même une qui étudiait le droit. Le soir, elles se réunissaient dans la cuisine pour boire du thé et partager leurs impressions de la journée. « Emily, ne regrettes-tu jamais d'avoir choisi cette voie ?» lui demanda un jour Margaret qui étudiait la pédagogie. « Tu aurais pu te marier, avoir des enfants ?»« Non, » répondit honnêtement Emily. « Je ne regrette rien. Et les enfants, peut-être un jour, si je rencontre l'homme avec qui j'aurais envie de fonder une famille. » En réalité, l'idée du mariage ne lui venait presque jamais à l'esprit. Emily avait fréquenté quelques jeunes hommes, des camarades de classe, de jeunes médecins de l'hôpital. Certains lui avaient de même fait des propositions, mais aucun ne suscitait en elle le sentiment qu'elle avait éprouvé aux côtés de Nathaniel. Ce calme, cette compréhension, cette sensation d'âme sœur. Parfois, dans de rares moments de tranquillité, elle se permettait de se souvenir de ses jours passés dans la cabane près du ruisseau, se demandant s'il était encore en vie, s'il avait trouvé la paix. Et, question la plus douloureuse, s'il pensait à elle de temps en temps. Au printemps de sa 2e année, Emily reçut une lettre de chez elle. Son père lui écrivait que le docteur Elmer était gravement malade et qu'il n'y avait pas de nouveaux médecins en ville. Les gens devaient se rendre dans les villes voisines pour recevoir des soins, ce qui n'était pas toujours possible. « Je sais que tes études sont importantes, » écrivait son père. « Mais si tu pouvais venir au moins pour l'été pour aider les gens, tes connaissances sont déjà suffisantes pour les cas les plus courants. » Emily réfléchit longuement. Elle ne voulait pas interrompre ses études, mais elle ne pouvait pas non plus laisser sa ville natale sans assistance médicale. Finalement, elle prit sa décision. Elle passerait l'été à Red Valley et retournerait à l'automne pour terminer ses études.
Le professeur Stevenson approuva sa décision. « La pratique sur le terrain a une grande valeur, dit-il. Vous reviendrez en étant un médecin plus expérimenté. » Début juin, Emily était assise dans la diligence familière qui la ramenait chez elle. En 2 ans, elle avait changé, elle était plus sûre d'elle, plus sérieuse, et son regard avait acquis cette profondeur particulière que l'on trouve chez ceux qui ont vu la douleur et la mort humaine. Red Valley l'accueillit chaleureusement. La ville n'avait presque pas changé, les mêmes maisons en bois, la même rue principale poussiéreuse, le même saloon, l'as de la chance. Seule la banque des Wainwright était barricadée. Le vieux Jacob était mort pendant l'hiver. Et Thomas n'était jamais revenu de San Francisco. « Ma fille !» Sa mère la serra dans ses bras sur le porche. « Comme tu as changé. Une vraie dame. Un vrai médecin, » corrigea son père avec fierté. « La première femme médecin de notre ville. » À la fin de la première semaine, toute la ville était au courant du retour d'Emily. Les gens venaient la voir pour toutes sortes de problèmes. Des rhumes d'enfants aux blessures graves. Emily installa un cabinet dans l'ancien bureau du docteur Elmer et travaillait du matin au soir. Les cas étaient variés. Elle assista à l'accouchement de la femme du forgeron McGregor, soigna le bras cassé du fils de Mrs. Palmer, aida un vieux berger à surmonter une crise d'asthme. Chaque jour, sa confiance en ses propres capacités grandissait. Un soir, alors qu'Emily rangeait des médicaments dans son cabinet, on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait un homme inconnu d'âge moyen, en tenue de voyage. « Docteur Harrison, je m'appelle Sam Mitchell. Je suis le shérif de Stone Ridge. J'ai entendu dire qu'un vrai médecin s'était installé dans votre ville. En quoi puis-je vous aider? Nous avons un problème. 3 blessés dans une fusillade avec des bandits. Notre médecin est en déplacement et ces hommes risquent de ne pas survivre jusqu'à son retour. » Emily n'hésita pas. « Donnez-moi une demi-heure pour me préparer. Allons-y. » Stone Ridge se trouvait annoncé à 2 heures de route de Red Valley. C'était une petite ville minière au pied des montagnes, où l'on extrayait de l'argent. Les blessés avaient été installés dans le bureau du shérif, l'endroit le plus sûr. Un homme était blessé à la jambe, un autre à l'abdomen, et le 3e avait reçu une balle dans la poitrine. Le cas le plus grave était le 2e. La balle avait touché l'intestin, provoquant une hémorragie interne. « Il faut l'opérer, » dit Emily au shérif Mitchell. « Ici et maintenant. C'est sa seule chance. »« Ici? Dans une cellule? Ou d'autres? Aidez-moi à le transporter sur la table de votre bureau et trouvez quelqu'un pour m'assister. » L'opération dura 3 heures. Emily travaillait à la lueur des lampes à pétrole, tandis que le shérif Mitchell et son adjoint l'aidaient du mieux qu'ils pouvaient. La balle fut extraite, l'hémorragie arrêtée, les tissus déchirés, suturés. « Il vivra, » dit Emily en retirant ses gants ensanglantés. « Mais il aura besoin de repos et de surveillance. »« Docteur. » Le shérif secoua la tête. « J'ai vu beaucoup de médecins, mais un travail comme celui-ci, vous avez sauvé un homme. » Emily resta 3 jours à Stone Ridge, surveillant l'état des blessés. Tous les 3 se rétablirent. Au moment de partir, le shérif Mitchell lui fit une proposition inattendue. « Docteur Harrison, n'avez-vous pas envisagé de rester chez nous? La ville a besoin d'un médecin et vous avez prouvé votre compétence. »« Merci, mais j'ai des engagements à Red Valley. Et mes études ne sont pas terminées. » Réfléchissez-y. L'offre reste valable. Sur le chemin du retour, Emily songeait à son avenir. Encore une année d'études. Et après? Retourner à Red Valley et devenir le médecin de la ville? Ou essayer autre chose? Partir dans une grande ville, travailler dans un hôpital? Ou peut-être rester ici, dans les montagnes? Stone Ridge était plus grande que Red Valley, et l'aide médicale y était plus souvent nécessaire. Et quelque chose dans ces lieux l'attirait. Peut-être la proximité de la nature sauvage.
le sentiment d'être à la frontière entre la civilisation et l'inconnu. Chez elle, une surprise l'attendait. Sur la table se trouvait une lettre de Denver, du professeur Stevenson. Il écrivait que l'hôpital cherchait un jeune médecin pour travailler dans les régions reculées du Colorado. Le salaire était bon, les conditions difficiles, mais l'expérience inestimable. « Si cela vous intéresse, écrivait le professeur, je peux vous recommander. Je pense qu'un tel poste conviendrait à une personne de vos capacités et de votre caractère. » Émilie relut la lettre plusieurs fois. Les régions reculées du Colorado, cela signifiait une vie dans les montagnes, parmi les mineurs, les cow-boys, les pionniers. Un travail difficile, mais passionnant. Et quelque chose lui disait que c'était peut-être là, dans les montagnes, que l'attendaient des rencontres qui changeraient sa vie. Le lendemain, elle écrivit une réponse au professeur Stevenson. Oui, elle était intéressée par ce poste. Il pouvait envoyer sa recommandation. L'été touchait à sa fin. Emily se préparait à retourner à Denver pour sa dernière année. Mais maintenant, elle avait un plan pour l'avenir. Les montagnes du Colorado, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Et quelque part dans ces mêmes montagnes, dans une ville nommée Pine Grove, un homme du nom de Nate Carter, c'est ainsi qu'il se faisait appeler désormais, travaillait comme adjoint du shérif. Nathaniel Blackwood était mort 2 ans plus tôt, lorsqu'il avait quitté Red Valley. Nate Carter était un citoyen respectueux des lois, à la réputation irréprochable. Mais le soir, assis sur le porche de la petite maison qu'il louait à la périphérie de la ville, il pensait toujours à cette femme, aux cheveux dorés et aux yeux bienveillants, se demandant ce qu'elle faisait maintenant. S'était-elle mariée? Était-elle heureuse? Il ne savait pas que le destin préparait déjà un nouveau tournant, que dans quelques mois, un jeune médecin arriverait dans les montagnes du Colorado et changerait la vie de nombreuses personnes, y compris la sienne. Émilie ferma la dernière page de son journal médical et éteignit la lampe. Demain, elle retournait à Denver pour sa dernière année. Et ensuite, une nouvelle vie dans les montagnes, pleine d'inconnus et de possibilités. Elle ne savait pas que l'amour donne parfois une seconde chance, et que les rencontres les plus importantes se produisent au moment où on les attend le moins. Mai 1887. Les montagnes du Colorado accueillirent le docteur Emily Harrison, avec leurs sommets enneigés, leur parfum de conifères et un air d'une pureté cristalline. Après l'atmosphère étouffante de Denver et les plaines poussiéreuses de sa ville natale, ces lieux lui semblaient être le bout du monde, un endroit rude, magnifique et plein de mystères. Pine Grove était niché dans une vallée entre 2 chaînes de montagnes. La ville vivait de ses mines d'argent et de l'exploitation forestière. 2000 habitants, principalement des mineurs, des bûcherons, des commerçants et leurs familles. Il n'y avait pas eu de médecin depuis 6 mois, depuis que le vieux docteur Reynolds était mort d'une crise cardiaque. Emily loua une petite maison dans la rue principale et y installa son cabinet. Les premiers patients arrivèrent dès le lendemain. La nouvelle de l'arrivée du nouveau médecin s'était répandue dans la ville comme une traînée de poudre. « Une femme médecin ?» demandèrent les anciens avec méfiance. Les temps ont bien changé. Mais lorsque Emily remit habilement en place l'épaule déboîtée du mineur Joe McFadden ou assista à l'accouchement de la femme du bûcheron O'Brien, les doutes se dissipèrent. Ses mains étaient expertes, ses connaissances profondes, et son caractère était exactement ce qu'il fallait à un médecin à la frontière de la civilisation. Les femmes de la ville l'accueillirent particulièrement chaleureusement. Enfin, elles avaient un médecin à qui elles pouvaient confier leurs secrets les plus intimes, sans rougir de honte. « Docteur Harrison, » dit Mary Thompson, la femme du propriétaire de la scierie, « vous n'imaginez pas à quel point nous attendions un médecin comme vous. Parler de problèmes de femme à un homme, ce n'est pas pour tout le monde. » Emily s'intégra rapidement au rythme de vie de la ville de montagne. Ses journées se passaient au cabinet, ses soirées à lire des revues médicales et des livres. Parfois,
Elle devait se rendre chez des patients dans les villages voisins ou dans des fermes isolées. Les routes de montagne étaient dangereuses, surtout par mauvais temps. Mais Emily apprit à gérer cela aussi. Le shérif de la ville, un homme nommé Nate Carter, l'aidait dans cette tâche. C'était un homme grand et large d'épaules, d'environ 35 ans, avec des yeux gris attentifs et des cheveux sombres soigneusement coupés. Il portait une cicatrice à peine visible sur le sourcil gauche, qu'il disait avoir eue lors d'une bagarre avec des mineurs ivres. Nate accompagnait souvent Emily lors de ses visites aux patients, surtout lorsqu'il fallait se rendre dans des endroits reculés. Il connaissait bien les sentiers de montagne, savait manier une arme et était, en somme, un compagnon fiable. « Docteur », lui dit-il un jour alors qu'il revenait d'une ferme isolée, où Emily avait soigné un vieil homme malade. « Vous n'avez pas peur de vivre seul dans un endroit pareil ?»« Pourquoi devrais-je avoir peur ?» s'étonna Emily. « Les gens d'ici sont bons, et en cas de problème, il y a un shérif qui veille à l'ordre. » Nate sourit. « J'essaie. Mais les montagnes sont grandes, et je suis seul. Je ne peux pas toujours être là quand on a besoin d'aide. » Quelque chose dans sa voix parut familier à Emily, mais elle ne parvint pas à identifier quoi. Elle était probablement juste fatiguée de la longue route. Chaque semaine, Emily s'habituait davantage à son nouvel environnement. Pine Grove était très différent de Red Valley. Ici, la vie était plus rude, les gens plus simples et plus directs. Personne ne s'intéressait à son passé, ni ne colportait de rumeurs sur sa vie privée. On l'appréciait pour son travail, pour le fait qu'elle sauvait des vies et a aidé dans les moments difficiles. Elle se souvint particulièrement de l'éboulement à la mine. 3 ouvriers étaient coincés sous les décombres, l'un d'eux dans un état critique. Emily opéra directement dans la mine, à la lueur des torches, sur une table d'opération improvisée faite de planches. « Je ne sais pas comment nous avons eu la chance d'avoir un tel médecin, » disait M. Hollis, le directeur de la mine. « Même dans une grande ville, tous les médecins n'oseraient pas faire ça. » Nate Carter était également à la mine lors de l'éboulement. Il organisait les opérations de sauvetage, aidait à évacuer les blessés, tendait les instruments à Emily pendant l'opération. Il travaillait en parfaite harmonie, comme s'il l'avait déjà fait auparavant. « Vous avez de bonnes mains », remarqua Emily une fois que tout fut terminé. « Elles ne tremblent pas? Vos mouvements sont précis. N'avez-vous jamais envisagé une carrière de médecin? » « Non, » répondit-il sèchement. « J'ai assez de soucis comme ça. » Mais quelque chose dans son ton poussa Emily à observer le shérif de plus près. Il y avait en lui une certaine réserve, comme s'il cachait un secret. Et cette habitude d'éviter les regards directs lorsque la conversation portait sur son passé. L'été, un groupe de géologues de Denver arriva à Pine Grove. Ils cherchaient de nouveaux gisements d'argent dans les montagnes environnantes. L'expédition était dirigée par le docteur Philip Morgan, un homme de son âge, instruit et courtois. Morgan remarqua immédiatement la seule femme instruite de la ville. Il se rendait souvent à son cabinet sous divers prétextes, l'invitait à se promener, lui offrait des livres de Denver. « Docteur Harrison, » lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis sur le porche de sa maison, « qu'est-ce que c'est qui retient une femme comme vous dans ce trou perdu? Vos talents sont gaspillés ici. » « Je ne pense pas qu'ils soient gaspillés, » répondit Emily. « Je suis plus utile ici que dans une grande ville où les médecins sont nombreux. Mais pensez à votre propre avenir, à une famille, des enfants. Quel mari trouverez-vous parmi les mineurs locaux? » Emily jeta un regard rapide à Nate Carter, qui passait lors de sa ronde du soir. Le shérif leva la main vers son chapeau en signe de salut, mais ne s'arrêta pas. « S'il est écrit que je dois rencontrer la bonne personne, je la rencontrerai ?» dit-elle. « Sinon, ce n'est pas grave. Le travail peut aussi apporter le bonheur. » Morgan fit plusieurs allusions à un possible mariage. Mais Emily évitait des réponses directes. C'était un homme bon, mais il ne suscitait en elle rien de plus qu'une sympathie amicale. En août, un incident vint tout changer. Emily se rendait à la ferme des Anderson, où un enfant était tombé malade. La route passait par un col de montagne, sur un sentier étroit entre les rochers.
Nate devait l'accompagner, mais au dernier moment, une bagarre l'éclata au saloon de la ville, et il ne put quitter son poste. « Y allez-y seul, dit-il, visiblement mécontent de la situation. Vous connaissez la route, et le temps est beau. Mais vers le soir, le temps se gâta. Un orage éclata, la pluie tombait à verse, et le sentier devint glissant et dangereux. Sur le chemin du retour, le cheval d'Émilie glissa sur l'argile mouillée et tomba, lui écrasant la jambe. La douleur était si intense qu'Émilie faillit perdre connaissance. Le cheval était mort, sa jambe était clairement cassée, et il lui restait plusieurs milles à parcourir sur un sentier dangereux. La pluie ne cessait pas, et la nuit tombait rapidement. Émilie tenta de se relever mais retomba aussitôt. Sa jambe ne la portait pas. Chaque mouvement lui infligeait une douleur atroce. Elle resta assise sous un rocher, trempée jusqu'aux os, essayant de réfléchir à ce qu'elle devait faire. Le bruit de sabots sur les pierres la fit relever la tête. À travers le rideau de pluie, un cavalier approchait. Émilie le reconnut de loin, à sa posture, à sa façon de se tenir en selle. « Nate !» cria-t-elle. « Ici !» Il sauta de son cheval et se précipita vers elle, sans se soucier de la pluie et de la boue. « Émilie, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Le cheval est tombé. Il m'a écrasé la jambe. Je crois qu'elle est cassée. » Nate palpa prudemment sa jambe, et Émilie poussa un cri de douleur. « C'est une fracture, c'est certain, dit-il. Il faut vous ramener en ville immédiatement. » Il la prit dans ses bras et l'installa sur la selle de son cheval, se plaçant lui-même derrière elle. Le retour fut long et pénible, chaque secousse ravivant la douleur dans sa jambe cassée. « Tenez bon, » murmurait Nate en l'enlaçant par les épaules. « Nous serons bientôt à la maison. » Il y avait dans sa voix une telle tendresse, une telle inquiétude sincère, qu'Émilie sentit quelque chose de familier, comme si elle avait déjà entendu ce ton auparavant. En ville, il la ramena directement chez elle et l'aida à s'installer sur son lit. Puis il apporta sa trousse médicale. « Que faut-il faire ?» demanda-t-il. « Poser une attelle, immobiliser la fracture. Mais d'abord... » Émilie tenta d'attraper le flacon de morphine, mais n'y parvint pas. Où ? Dans le compartiment gauche de la trousse. 3 gouttes dans un verre d'eau. Nate suivit précisément ses instructions, puis l'aida à boire le médicament. Quelques minutes plus tard, la douleur s'apaisa. Maintenant, l'attelle. Il y a des planchettes en bois et des bandages dans la trousse. Nate travaillait avec soin et habileté, comme s'il avait déjà fait cela de nombreuses fois. Ses mains étaient fermes et assurées, ses mouvements précis. « Où avez-vous appris cela ?» demanda Émilie en le regardant travailler. « J'ai dû aider des blessés. À la frontière, c'est une compétence nécessaire. » Une fois que tout fut prêt, Nate la couvrit d'une couverture et s'assit dans un fauteuil près du lit. « Je resterai pour la nuit, au cas où votre état s'aggraverait. Ce n'est pas la peine. Je suis médecin, je peux me débrouiller. » « Un médecin avec une jambe cassée et sous l'effet de la morphine, » rétorqua-t-il sèchement. Ne discutez pas. Émilie n'insista pas. La morphine faisait son effet. Ses yeux se fermèrent. Mais avant de s'endormir, elle jeta un dernier regard à Nate. Il était assis dans le fauteuil, observant attentivement sa respiration. Et soudain, dans un demi-sommeil, entre rêve et réalité, sa mémoire lui rappela où elle avait vu ce profil, ses yeux gris si prévenants. « Nathaniel ?» murmura-t-elle si bas qu'elle entendit à peine sa propre voix. L'homme dans le fauteuil se figea. Pendant une longue minute, il resta immobile, puis dit doucement « Dormez, Émilie, tout va bien. » Mais elle dormait déjà, emportée par la morphine dans un monde sans douleur. Et lui, il restait là, à contempler le visage de la femme qu'il aimait depuis 3 ans, sans jamais avoir espéré la revoir. Le lendemain matin, Émilie se réveilla l'esprit clair et avec la certitude que l'homme qui l'avait sauvée la nuit précédente était Nathaniel Blackwood. Changé, vieilli, mais le même homme qui l'avait aidé à surmonter le jour le plus terrible de sa vie.
Nate n'était pas là. Sur la table de chevet, un mot, parti pour le service. « Je reviens ce soir. Restez allongés et ne vous levez pas. » Emily relut le mot plusieurs fois. L'écriture lui parut familière, bien qu'elle n'ait vu l'écriture de Nathaniel qu'une seule fois, dans la lettre qu'il avait laissée. Toute la journée, elle resta allongée, tourmentée par les questions. Si c'était vraiment lui, pourquoi se cachait-il? Qu'est-ce qui avait poussé Nathaniel Blackwood à devenir le shérif Nate Carter? Et surtout, l'avait-il reconnu? Elle obtint la réponse à cette dernière question le soir, lorsqu'il revint avec un plateau repas et des bandages propres. « Ah! Comment va la jambe ?» demanda-t-il en s'asseyant dans le fauteuil familier. « Elle fait mal, mais c'est supportable. Nate, ou comment dois-je vous appeler ?» Il resta longtemps silencieux, examinant ses mains. Nate Carter était mort il y a 2 ans à Red Valley. Quand il a compris qu'il était tombé amoureux d'une femme qui méritait l'indité mieux, dit-il enfin. Nathaniel Blackwood est devenu shérif à Pine Grove et a essayé de commencer une nouvelle vie. Et comment ça se passe? Jusqu'à hier, pas mal, et maintenant... Il leva les yeux et la regarda. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Emily sentit son cœur s'accélérer. Depuis combien de temps saviez-vous que c'était moi? Depuis le premier jour. J'ai cru devenir fou quand je vous ai vu dans la rue principale. Pendant 3 ans, j'ai rêvé de vous revoir, et j'ai redouté cette rencontre en même temps. Pourquoi la redoutiez-vous? Parce que rien n'a changé, Emily. J'ai toujours un passé sombre, des ennemis, une réputation de tueur. Vous méritez mieux. Emily s'assit sur le lit, surmontant la douleur dans sa jambe. Ce n'est pas à vous de décider ce que je mérite, dit-elle fermement. Il y a 3 ans, j'étais une jeune fille naïve qui rêvait d'un mariage sûr avec le fils d'un banquier. Aujourd'hui, je suis une femme adulte qui connaît le prix d'un choix. Et que choisissez-vous? Vous, si vous êtes prête à me le permettre. Nathaniel se leva du fauteuil et s'approcha du lit. Il prit délicatement sa main dans les siennes. « Emily, vous ne comprenez pas. Je comprends tout. Vous n'êtes pas un saint, vous avez un passé. Mais pendant ces mois, j'ai vu quel genre d'homme vous êtes. Bon, honnête, fiable. C'est suffisant. Et si le passé nous rattrape, si la famille Cassidy me retrouve ici, alors nous y ferons face ensemble. Je ne suis pas le genre de femme à fuir les problèmes. » Nathaniel la regarda longuement, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « J'ai rêvé d'entendre ces mots pendant 3 ans, dit-il à voix basse, et j'ai eu peur de ne jamais les entendre. Maintenant, vous les avez entendus. Qu'allons-nous faire ?» Il se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres, leur premier baiser. « Nous allons vivre, dit-il. Ensemble. Si vous acceptez de devenir la femme d'un ancien tireur d'élite, aujourd'hui shérif d'une petite ville perdue. »« J'accepte, » répondit Emily sans hésiter. « À une condition. »« Laquelle ? Pas de secrets entre nous, quoi qu'il arrive. Je le promets. » Ils se marièrent 1 mois plus tard, une fois la jambe d'Emily guérie. Le mariage fut simple dans la petite église de Pine Grove, en présence de toute la ville. La mariée portait une simple robe bleue, le marié un costume neuf acheté pour l'occasion. « Je vous déclare mari et femme, » dit le pasteur Wilkins. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Et quand Nathaniel embrassa Emily, toute la ville applaudit. Ils savaient tous les deux que de nombreuses difficultés les attendaient, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Le docteur Philip Morgan, présent au mariage, secouait la tête, s'étonnant de la logique féminine. Choisir un shérif de province plutôt qu'un géologue prometteur de la capitale, seul quelqu'un qui n'a jamais connu le véritable amour pouvait le comprendre. Mais Emily, elle, savait. Et c'était le plus important. 1 an plus tard, un enfant naquit dans leur foyer, une fille aux cheveux dorés de sa mère et aux yeux gris de son père. Ils l'appelèrent Tana, en mémoire de la première femme de Nathaniel. Elle aurait été heureuse.
dit Émilie en berçant sa fille. De savoir que son mari a retrouvé la paix. Grâce à toi, répondit Nathaniel en enlaçant sa femme et sa fille. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la vie est rarement aussi simple. Le passé de Nathaniel Blackwood les rattrapa, effectivement. Mais c'est une autre histoire. Une histoire sur la façon dont l'amour aide à surmonter toutes les épreuves. Et sur le fait que les rencontres les plus importantes se produisent parfois au moment où on les attend le moins. Pour l'instant, ils étaient heureux dans leur ville de montagne, où le docteur Emily Carter soignait les corps, et le shérif Nate Carter veillait à la tranquillité. Et personne à Pine Grove ne savait que leur shérif respecté avait été l'un des tireurs les plus redoutables du Far West. Certains secrets sont mieux gardés dans le passé. Le soleil se couchait derrière les sommets montagneux, peignant le ciel de teintes d'or et d'écarlate. Sur le porche de la maison, un mari et sa femme regardaient de leur fille jouer dans la cour avec un chaton. « À quoi penses-tu » demanda Émilie, remarquant l'expression pensive de son mari. « À l'étrangeté de la vie. Il y a 3 ans, j'étais seule, et je pensais que je finirais mes jours ainsi. Et maintenant tu as une famille. Nous avons, la corrigea-t-il en prenant sa main, nous avons une famille. » La petite Anna courut vers le porche, une fleur à la main. « Ma petite... Maman, c'est pour toi !» Elle lui tendit une marguerite sauvage. « Merci, ma chérie. » Émilie prit la fleur et sourit. « Elle est aussi belle que toi. » La fillette se mit à rire et retourna jouer. Et ses parents restèrent assis dans le silence du soir, songeant que le bonheur arrive parfois non pas quand on l'attend, mais quand on en a le plus besoin, et que l'amour, le véritable amour, trouve toujours son chemin.